Comme vous l'aurez remarqué, je suis quelqu'un de très irrégulier. A priori, sauf si vous êtes historien ou passionné de la période dite due au Moyen-Âge, ce qui se passe entre Clovis et Charlemagne, ça reste assez flou dans votre esprit. À la limite, vous aurez bien quelque chose à me dire sur la culotte du bon roi d'Agobert, obscène que vous êtes, mais alors le reste... Comme j'ai longtemps été dans la même situation que vous, les vidéos qui vont suivre devraient, je l'espère, combler vos lacunes à ce sujet. Dans une courte introduction à sa chronologie commentée du Moyen-Âge français, Laurentès rappelle que les religieux qui ont gardé une quasi-exclusivité de l'écriture de l'histoire durant le Moyen-Âge procédaient généralement de manière chronologique en partant de la création du monde par Dieu, dans des récits très orientés donc, mais avec une volonté de perpétuer la mémoire des hommes, allant jusqu'aux événements marquants de leur temps. Face au terrible manque de sources dû au Moyen-Âge, il précise surtout vouloir équilibrer ses chapitres en précisant sa volonté de ne pas céder au vertige de la densification progressive de l'histoire, illusion née de l'abondance croissante de la documentation. Si je vous raconte tout cela, c'est avant tout parce que j'aimerais réaliser mes vidéos en suivant une démarche assez similaire et ne pas juste survoler les premières dynasties sur lesquelles on a généralement peu de connaissances. Même si je sais déjà que je n'arriverai pas à le faire à cause de l'augmentation graduelle du nombre de personnages, d'événements à raconter et globalement des sources. Qu'importe, Laurentès ne semble pas avoir réussi non plus. D'après lui, Louis XI, qui régna 1000 ans plus tard, ne se considérait pas seulement comme un successeur de Clovis, mais aussi comme son descendant. C'est une démarche qui a souvent été reprise par les monarques succédant aux Mérovingiens ou lors de n'importe quel changement dynastique. Question de légitimité. En parallèle, malgré la déposition de Romulus Augustule en 476, date que l'on vous a peut-être martelée mais qui brille par sa non-évocation dans les sources, l'historien parle tout de même d'une survivance de l'héritage romain jusqu'à l'an 1000 avec des intensités variables selon le lieu. Le règne de Clovis vint donc confirmer et continuer ce processus de fusion des sociétés et des cultures barbares, germaniques et civilisations gallo-romaines. En ce qui concerne les successeurs de Clovis, pour beaucoup d'historiens, Augustin Thierry, qui publia un ouvrage sur les Mérovingiens en 1840, fut en grande partie responsable de la légende noire autour des fils de Clovis, se basant sur les écrits de Grégoire de Tours qui, on le rappelle, mettaient surtout en avant les événements marquants de son temps, accentuant voire exagérant d'autant plus leur aspect tragique et sanglant. Nous verrons que ce n'est pas forcément une vision si erronée que ça de la période, mais elle occulte des processus beaucoup plus longs, comme la fusion, l'hybridation des sociétés, un certain rayonnement culturel, mais aussi un grand élan religieux, à travers l'affirmation de personnages régionaux, comme l'évêque Césaire d'Arles, prêchant dans le Midi, organisant des conciles régionaux, établissant des règles religieuses et se faisant même reconnaître par le pape. Après la mort de Clovis, ses fils se partagèrent le royaume en 4. Théodoric, ou Thierry pour ne pas le confondre avec le roi Gaud, prit Reims pour capitale, régnant sur les francs rhénans de Germanie et de Belgique première, en conservant les cités d'Aquitaine qu'il avait conquises depuis 508. Clodomir reçut le centre de la Gaule, fixant sa capitale à Orléans. Childebert fut centré sur l'actuelle Normandie avec Paris pour capitale, et Clotaire se fixa à Soissons, régnant jusqu'à la Meuse dans les régions où s'étaient formés les premiers royaumes saliens. Comme Childebert, il reçut des parts en Aquitaine sans que l'on puisse réellement les situer. Au passage, on remarque la proximité des capitales entre elles, ce qui témoigne d'une volonté d'unité du Regnum Francorum. Claude Gauvard nous dit entre autres que ce partage territorial ne dépendait pas forcément d'une coutume germanique, mais qu'on peut aussi envisager que cela provienne du droit privé romain, prévoyant de partager équitablement les biens du défunt entre les enfants. Charles Mériot précise que cette division permit même d'associer un plus grand nombre d'aristocrates au pouvoir et ainsi de contenir leurs ardeurs. Le royaume franc était considéré comme un ensemble uni, mais aussi comme divisible entre les héritiers. Pour faire un bref état des lieux, tout autour de leurs 4 royaumes, de nombreux territoires formant la France moderne échappaient encore aux Francs. La Bretagne, la Vasconie, la Provence, la Septimanie et la Burgondie. Oui, je sais, on pourrait y ajouter la Corse, les îles des Antilles, pourquoi pas Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, les îles Kerguelen... En ce qui concerne les chiffres, Claude Gauvard parle alors d'environ 2% de Francs sur toutes les populations en Gaule, et principalement installées au nord de la Seine. Ça fait pas beaucoup, et pourtant. Au sud de la Loire, en Aquitaine notamment, ce sont surtout des administrateurs qui étaient envoyés, qu'ils soient comtes ou simples notables. Ils exerçaient des pouvoirs militaires et judiciaires, recrutaient des soldats et cherchaient à faire appliquer les lois du royaume. Mais ils étaient obligés de travailler en coopérant avec les évêques et les autres notables locaux. Ce qui fut d'ailleurs le cas pendant la majorité de l'histoire de France. Gauvard dit que c'est à cette époque que l'opposition nord-sud a commencé à se marquer. Au nord, même les Gallo-Romains commençaient à se considérer comme francs, tandis que le sud de la Loire était assimilé à un plus fort héritage romain.
ce qui pouvait se traduire notamment à travers l'usage de la loi salique au nord et du bréviaire d'Alaric au sud. En novembre 511, à la mort de Clovis, Thierry était déjà adulte, mais ses demi-frères étaient bien plus jeunes. On pense que Clodomir, Childebert et Clotaire étaient respectivement âgés de 16, 13 et 11 ans. La majorité franque étant fixée vers 12 ans, Clotilde a peut-être tenté d'être régente, au moins pour ses derniers fils. Le partage a donc vraisemblablement été influencé par les circonstances et la volonté de la reine à imposer ses fils sur le devant de la scène. S'il leur reconnaît des qualités de bons chefs de guerre, Grégoire de Tours dit aussi que les enfants de Clotilde furent des hommes brutaux et fourbes, vous aurez l'occasion de le voir. Voilà pour le contexte. Malgré les divisions apparentes, la dynastie mérovingienne s'implantait dans les territoires conquis, et malgré quelques troubles comme une certaine reconquête des Visigoths ainsi qu'une brève incursion des Damois sur les terres de Thierry en 515, les rois francs s'orientèrent en premier vers une conquête du royaume des Burgondes. En 516 mourait Gondebaud, roi de Burgondie que nous avions déjà évoqué. Son fils Sigismond lui succéda. Zélé, il était un fervent catholique sous influence d'Avis de Vienne, en témoigne la fondation du monastère Saint-Maurice à Gone, et cherchait aussi à consolider son rapport au monde romain en réclamant par exemple à l'empereur d'Orient le titre de maître de la milice des Gaules. Le principal problème, c'est que son intolérance envers les Ariens, qui étaient encore nombreux dans le royaume et dans l'aristocratie, suscita le mécontentement d'une partie de ses peuples et altéra ses relations avec le royaume ostrogoth voisin. La situation empira quand Sigismond fit étouffer son propre fils Sigeric en 522 pendant sa sieste. Quelques explications pour mieux comprendre cette belle histoire. Vers 518, alors que sa femme Ostrogotha, fille de Théodoric, venait de mourir, Sigismond se remaria avec l'une de ses servantes. Il y aurait eu plusieurs tensions entre Sigeric et sa nouvelle belle-mère, et il l'aurait même outragée. Voulant se venger, la femme, dont le nom a disparu dans les oubliettes de l'histoire, aurait alors fait croire à Sigismond que son propre fils complotait contre lui dans le but d'hériter de sa couronne et unir les royaumes burgondes et ostrogoths, ce qui pouvait paraître plausible comme Théodoric n'avait toujours pas d'héritier. On est alors aux alentours des années 520-522, et quoi qu'il en soit, elle réussit à persuader Sigismond qui, pris de colère, envoya des assassins étouffer son fils lorsqu'il dormait. La famille avant tout. Lourd de conséquences, ce meurtre poussa Théodoric à entrer en guerre contre Sigismond pour venger son petit-fils. Cela répond tout à fait aux caractéristiques de la Fed, sorte de tradition germanique de vengeance privée qu'on appellerait aujourd'hui vendetta. Pourquoi ne pas utiliser ce mot lors d'une conversation pour paraître plus savant ? Je demande par avance des droits d'auteur à tous ceux qui le placeront lors de rencard. Quoique, la situation serait bizarre. De l'autre côté, alors que Clovis avait dû en son temps se détourner de la Burgondie pour mieux vaincre Alaric en Aquitaine, Clodomir, Childebert et Clotaire unirent leurs forces et pénétrèrent en Bourgogne en 523, profitant des troubles internes susmentionnés. À l'origine de cette guerre de conquête, on évoque les possibles volontés d'expansion de Clodomir, mais également une volonté de vengeance de sa mère Clotilde. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans la dernière vidéo, mais son père Chilpéric avait été mis à mort par Gondebaud, l'ennemi puis allié de circonstance de Clovis. Les Francs battirent Sigismond tandis que les Ostrogoths avançaient plus lentement dans le sud du royaume. Livré à son cousin Clodomir par les clercs du monastère où il s'était réfugié, Sigismond, sa femme et leurs enfants furent mis à mort en mai 524 et semble-t-il jetés dans un puits. La famille d'abord. L'ironie du sort, c'est qu'il fut a posteriori canonisé pour ses dons à l'église et sa mort en martyr. On aurait même construit une église devenue lieu de pèlerinage là où il avait été englouti. Mais la Burgondie était loin d'être soumise. Le frère de feu le roi, Gondomar III, prit sa place et organisa une résistance face aux Francs, annihilant les garnisons qu'ils avaient laissées sur place. Une nouvelle expédition militaire dut être entreprise pour pacifier la zone. La première fois, Thierry s'était abstenu parce que Sigismond était son beau-père. Mais dans ce nouveau contexte, il se joignit à ses frères pour poutrer Gondomar, en vain car au mois de juin 524, ce dernier fut vainqueur de la bataille de Vézérons, proche de Grenoble. Le constat est même plutôt décevant puisque Clodomir fut tué dans une embuscade et sa tête plantée au bout d'une lance. Voilà, on aime la finesse ici, voilà! J'en profite pour caler une anecdote archéologique intéressante puisqu'on a retrouvé à Vézérons un très joli casque qui aurait appartenu à un aristocrate d'un des deux camps. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Face à plusieurs revers, les Francs durent renoncer à leur conquête, mais les Burgondes, affaiblis, abandonnèrent une partie de leur royaume aux Ostrogoths. Au final, cela donna quelques années de répit à Gondomar, qui prôna la tolérance religieuse envers les Ariens dans son royaume. Clotaire se rua sur la veuve de son frère décédé, Gondioc, sans doute pour s'accaparer de la Burgondie tout entière, en plus du trésor de Clodomir. Ses trois fils, trop jeunes pour régner et en mauvaise posture face à des oncles très intéressés par leur héritage, furent placés auprès de leur grand-mère Clotilde, où ils reçurent une éducation digne de leur rang.
Vers 525, Clotaire aurait aussi épousé Arégonde, alors que sa sœur Ingonde, elle-même femme de Clotaire depuis 515, lui avait demandé de lui trouver un époux digne de ce nom. Le roi n'aurait trouvé d'autres prétendants décents que lui-même. J'adore cet opportunisme. S'il est intéressant de la citer, c'est surtout car son sarcophage, découvert en 1959, fidèle jusqu'alors la plus ancienne reine franque retrouvée et identifiée, avec de nombreuses parures et bijoux nous renseignant sur la mode aristocratique de l'époque. Un an plus tard, la mort de Théodoric bouleversa l'ordre établi. De par sa domination militaire et les alliances qu'il avait établies entre les peuples barbares, il avait d'une certaine manière contenu l'expansionnisme des Francs. Sa mort et l'instabilité politique qui en suivit dans le royaume ostrogoth expliquent certainement les conquêtes qui suivirent. De l'autre côté de la frontière, Amalaric, roi des Visigoths, cherchant à mettre fin au raid franc sur la Septimanie et garantir la paix, se maria avec la sœur des rois, elle-même nommée Clotilde, pour faciliter les choses. Les années 530 sont très chargées, et c'est un bordel chronologique qui m'a rendu zinzin. Dans le courant de l'année 531, Hermanfred, un roi des Thuringiens, aurait promis à Thierry une partie du royaume de son frère Badéric s'il l'aidait à lutter contre lui. Il accepta, mais l'accord ne fut pas respecté, ce qui déboucha à la conquête et annexion des territoires thuringiens par Thierry et Clotaire avec l'aide des Saxons. Les armées thuringiennes furent détruites sur les bords de la rivière Unstrut. Je sais pas comment ça se dit. Suite à un tirage au sort de partage qui tourna en sa faveur, Clotaire ramena de ses expéditions, et comme butin, la princesse Radégonde, faite prisonnière par ses hommes et âgée d'environ 11 ans. Ha! La même année, toujours en 531, alors que se terminait la campagne de Thuringe, le bruit court que Thierry Ier était mort. Opportuniste, le sénateur Arcadius, fils d'Apollinaire, et épaulé par les femmes de sa famille, tenta de faire passer l'Auvergne sous la tutelle du roi Childebert, qui fut évidemment très intéressé. La Grande Aquitaine était loin d'être entièrement acquise aux Francs depuis les campagnes de Clovis en 507-508. Les tentatives de prise d'indépendance furent nombreuses au cours de cette période, notamment en Auvergne, car même si on n'arrive pas à les dater avec précision, on sait par les sources que Thierry mena plusieurs expéditions punitives dans cette région, notamment pour contrer les complots de la famille d'Apollinaire. Plus largement, le sud-ouest et la grande région aquitaine, à travers son aristocratie gallo-romaine, chercha longtemps à affirmer son autonomie, voire indépendance vis-à-vis des Francs. Vers 515 par exemple, il y aurait déjà eu une tentative de ralliement aux Visigoths, pendant leur semblant de reconquête. Childebert, ayant appris que son frère Thierry avait survécu et ne souhaitant pas l'affronter, abandonna l'Auvergne bien avant l'arrivée de son demi-frère pour se tourner vers le royaume visigothique. En ce temps, Grégoire de Tours nous raconte que sa sœur Clotilde se faisait maltraiter par Amalaric, qui, fervent défenseur de l'arianisme, aurait mal supporté que son épouse demeure catholique. Ainsi, Childebert aurait reçu un mouchoir taché de sang de la part de sa sœur, faisant office d'appel à l'aide. Et sous les vives incitations de sa mère Clotilde, il aurait lancé une expédition militaire contre le royaume wisigoth, prenant la forme d'une fède. Cependant, selon Bruno du Mézil, il s'agirait davantage d'un casus belli inventé par Childebert pour pouvoir attaquer les Visigoths, et par là même continuer d'annexer une partie de leur territoire. Pour rappel, les descendants de Clovis n'avaient jusqu'alors pas pu annexer la Septimanie visigothique, pas plus que la Bretagne. En 509-510, l'armée franco-burgonde commandée par Thierry et Gondebaud avait essuyé de sérieux revers à Narbonne, Nîmes et Arles. Plus tard occupés par d'autres conquêtes que nous avons citées, ils ne revinrent que tardivement vers la Septimanie, n'ayant pas renoncé pour autant à la conquête du dernier bastion visigothique en Gaule selon Patrick Perrin. Childebert décida donc de voler au secours de sa sœur, et il battit le roi wisigoth près de Narbonne, y récupérant par ailleurs son trésor. Amalaric recula jusqu'à Barcelone où il fut poignardé par des locaux en fin d'année. Le succès fut sans lendemain pour les Francs puisque le successeur d'Amalaric, Théodis, réoccupa la Septimanie sans difficulté, menaçant même les territoires francs. Et par-dessus tout, la sœur des rois francs, Clotilde, que Childebert était venu récupérer, mourra sur le chemin du retour. Qu'à cela ne tienne, toujours désireux de conquérir la Burgondie, Childebert et Clotaire commencèrent par s'emparer d'Autun en 532, voyant que le royaume était affaibli. Thierry refusa de se joindre à eux. Certains disent que c'était pour respecter l'alliance qu'il avait faite avec les Burgondes par l'intermédiaire de son mariage. Ceci dit, ses soldats commencèrent à se rebeller car ils voulaient participer à la conquête de la Burgondie. Thierry eut la brillante idée de leur promettre pillage et richesse en Auvergne s'ils continuaient à le suivre. Et c'est reparti. L'Auvergne fut saignée par ces hommes, et Thierry remplaça Hortensius par un prince rhénan, Sigivald, qui devint alors le premier duc ou gouverneur franc de la région, avec pour objectif de calmer les ardeurs indépendantistes des locaux. GDT rapporte. Il y faisait beaucoup de mal car il envahissait des biens de plusieurs, et ses serviteurs ne s'épargnaient pas le vol, l'homicide et divers crimes qu'il commettait par surprise. Personne n'osait murmurer contre eux. Vous aimiez Berserk vous aussi? J'ai mieux et plus réaliste, l'histoire des Francs.
Si Thierry refusa de se joindre à ses frères, il laissa tout de même son fils Théodebert se joindre à eux dans leur conquête de la Burgondie. Reculant toujours plus, le roi Gondemar s'enfuit pour se réfugier, dit-on, dans la vallée du Val-Gaudemar où ses traces se perdent et quittent définitivement la grande histoire. Les vainqueurs se partagèrent ainsi son royaume, vraisemblablement entre 533 et 534. L'archéologie témoigne tout de même de l'unité que garda la Burgondie sous la domination franque, avec survivance de ses particularismes culturels. Vers le début de l'année 533, Thierry fiança son fils Théodebert à Wisigarde, fille d'un roi lombard de Pannonie. Et justement, c'est aussi dans le courant de ces années-là que le sort des fils de Clodomir, ainsi que de son royaume, fut réglé par Childebert et Clotaire, donc obligatoirement avant ou après la conquête de la Burgondie. Alors que le royaume était administré par l'aristocratie et que Clotaire essayait de s'imposer en régent grâce à son mariage avec Gondioque, Childebert invita son frère à régler la question du sort des enfants afin d'acter le partage du royaume d'Orléans. Ils envoyèrent des hommes récupérer les 3 fils de Clodomir, tout en demandant à la reine-mère Clotilde quel sort ils devaient leur réserver. Les tonsurer, c'est-à-dire les priver de la longue chevelure royale des Mérovingiens, ou les tuer. D'après GDT, Clotilde, déchirée de rage et de tristesse, ne pesant pas ses mots, se serait exclamée « S'ils ne peuvent régner, je préfère autant les voir morts !» Clotaire s'exécuta sans remords, tandis que Childebert fondait en larmes de voir son neveu le supplier de lui laisser la vie. Il lui aurait alors rappelé que c'était lui l'initiateur de ce complot. 2 des fils de Clodomir furent donc épéèdes sans vergogne, tandis que le 3e, Clodoald, ou Clou, réussit à s'enfuir grâce à l'aide de fidèles serviteurs. Il renonça à ses prétentions royales et devint abbé. Malgré ou grâce à sa vie retirée et pieuse, il fut également le premier prince franc à être canonisé à sa mort et reconnu comme saint, Clou, une localité que vous devez connaître. Certainement peu de temps après, Thierry et Clotaire tentèrent de conquérir la Septimanie. Les 2 rois envoyèrent leur fils aîné à la tête de leurs armées. Inexpérimenté, Gunther, après la prise de Rodez, aurait paniqué ou se serait embrouillé avec le fils de Thierry et serait retourné auprès de son père Clotaire. Tandis que Théodebert continuait d'avancer, prenant Thalès, Lodève, Béziers, puis Cabrières, où il serait tombé amoureux d'une aristocrate auvergnate nommée Déotéria, mettant fin à sa campagne pour la courtiser. Oh, les hormones chez les Francs, mon vieux, c'est quelque chose. En parallèle, Thierry fit assassiner Sigevald, le gouverneur qu'il avait laissé en Auvergne, sans doute à cause des tourments qu'il causait dans la région, ou de crainte qu'il ne s'y taillât un royaume. Il demanda à son branleur de fils de tuer Givald, le fils de Sigevald, que Théodebert avait à ses côtés. Ce dernier aurait refusé car il était son parrain. À la place, il le prévint des volontés de son père, lui permettant de s'enfuir d'abord vers Arles, puis en Italie. Et tandis qu'il faisait le siège d'Arles qui était semble-t-il aux mains des Ostrogoths, Théodebert apprit que Thierry était mourant. Il abandonna alors le siège et courut à son chevet. Nous sommes quelque part au milieu de l'année 534 et Thierry expira quelques jours après que son fils l'ait rejoint. C'était très dense. J'espère que ça aura été aussi limpide que possible parce que j'ai moi-même été assommé par le nombre d'informations, parfois contradictoires entre elles-mêmes, sans même parler de la chronologie des plus hasardeuses. Malgré tout ça, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur les fils de Clovis et une période que je connaissais vraiment mal. Et ce n'est que le début. Vous l'aurez remarqué, il y a certains sujets que j'ai dû survoler ou même éclipser. Il y a 2 raisons à cela. La vidéo serait d'abord devenue une conférence d'1 heure et j'aurais mis beaucoup trop de temps à la réaliser. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'essaie de vous mettre des suggestions d'autres vidéos en fiche, en plus de la bibliographie qu'il y a évidemment en description. J'ai dit ce que j'avais à dire, n'oubliez pas de vous abonner et tout le bazar. La prochaine fois, nous continuerons à suivre les péripéties des 2 frères Childebert et Clotaire, ainsi que des autres princes francs, et ce jusqu'à la mort de Clotaire Ier, parce que oui, il meurt un jour, no spoil.